Je vous le disais déjà la dernière session de cette matinée. Alors il se passe beaucoup de choses chez Léonard, même quand on a un événement comme Building Beyond. Et ce matin, on a la chance d'accueillir en parallèle de l'événement la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc. C'était un plaisir de vous accueillir puisque certains d'entre vous sont dans la salle et évidemment pour nous c'était également une opportunité d'aller voir de l'autre côté de la Méditerranée avec un pays qui est très engagé dans la transition énergétique et l'idée de cette session avec Mohamed Amin El Ajouj de la Caisse de dépôt et de gestion et Salma Lalou, responsable environnement et innovation de Vinci Énergie Afrique de l'Ouest qui va l'interviewer et lui faire des relances, c'est de faire un zoom sur cette transformation en une vingtaine de minutes. Alors c'est à vous, je vous invite sur scène. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit Lucas, je suis Salma Lalou, je suis responsable environnement et innovation chez Vinci Énergie Afrique de l'Ouest et je suis ravie d'animer cette séquence sur le Maroc aujourd'hui. Je vous propose donc de traverser la Méditerranée et de voyager ensemble au Maroc, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui avec Monsieur Mohamed Amin El Ajouj, directeur général adjoint du groupe CDG en charge de l'expertise et de l'innovation. Monsieur El Ajouj, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci de m'avoir invité, ravi d'être là dans ce temple de l'innovation d'un grand groupe qui est Vinci et que nous connaissons très très bien. Alors aujourd'hui, le Maroc vit une période charnière de son histoire énergétique. Et à travers, face aux défis que nous vivons, des défis climat, des défis géopolitiques d'approvisionnement en énergie, l'évolution technologique exactement pousse le Maroc de ne plus être un royaume qui suit, mais c'est un royaume qui anticipe et qui construit son avenir énergétique. Deux exemples aujourd'hui qui me paraissent importants à citer en introduction. Nous avons la station Nour, qui est une station au sud du Maroc, qui était la première de genre à l'échelle internationale, lancée en 2010, inaugurée en 2016, 160 MW d'énergie avec 3 technologies innovantes et différentes, avec un système de stockage qui était complètement inédit à son époque. Et le deuxième sujet, qui me paraît un objet important qu'on pourrait développer plus tard, Slema, si tu veux bien, c'est notre stratégie hydrogène vert ou l'offre Maroc hydrogène vert qui aujourd'hui ouvre une perspective à venir important. Alors on m'a demandé aujourd'hui de parler un peu de l'énergie pour ne pas... je reprends le titre. Je vais à travers 6 ou 7 slides vous exposer mais très succinctement comment et quand le Maroc électrise, j'ai ajouté un mot, durablement, son futur énergétique. Donc comment, à travers tout ce qui a fait depuis 2009, le Maroc a pu anticiper son avenir et son futur énergétique. Très bien. Commençons par la première slide. On va partir d'une frise. Alors, sur 2 premiers slides, je vais vous parler un peu, c'est une data line qui explique comment le Maroc a construit, malheureusement c'est trop loin pour que je puisse lire sur je suis obligé de sortir, il y a eu une grande économie de taille d'écran apparemment chez Léonard. Ils auraient pu mettre des écrans beaucoup plus grands. Mais cette frise ou ces data lines expliquent comment le Maroc a construit d'une manière structurée sa stratégie énergétique. D'abord, il a commencé par réglementer, légiférer. Il y a des lois qui nous ont permis, à partir de 2009-2010, de construire un peu notre arsenal juridique pour pouvoir s'attaquer à ce marché énergétique. Ensuite, le Maroc, bien sûr, a participé aux accords de Paris, il a signé les accords de Paris, il a également travaillé sur les NDC, qui sont les contributions déterminées au niveau national du Maroc, avec un objectif de baisser l'empreinte carbone de 45,5% en 2.0 à l'horizon 2030, qui a été revu après la COP d'Azerbaïdjan
à 3.0 avec un objectif de moins 52% à l'horizon 2035, comme tous les pays. Et le Maroc a lancé un certain nombre de stratégies d'État pour accompagner le développement. Alors là, le second stage, je continue. Un nouveau modèle de développement. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, le Maroc ne s'adapte pas. Le Maroc, il construit, il anticipe avec un certain nombre de lois et de stratégies pour pouvoir suivre. Et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a créé un régulateur qui permet un peu d'être le flic ou le policier, le gardien du temple énergétique au Maroc à travers les lois, les tarifs, etc. Et qui aujourd'hui, depuis 2 ans, il fonctionne extrêmement bien. Alors, le Maroc a également un objectif de réduire, d'augmenter son mix énergétique de 51% à l'horizon 2030 d'énergie propre. Il est très bien parti, puisqu'aujourd'hui, à la date où je vous parle, on est à 48% de cet objectif, donc c'est déjà très très bien. Et donc aujourd'hui le target 2030 pour nous il est clair, surtout avec la stratégie ou notre offre hydrogène vert qui est aujourd'hui très claire et qui nous a valu une participation ou une sélection de 6 grands groupements à l'échelle internationale qui participent à cette stratégie. Bien entendu, tu me poseras la question après, sinon les 20 minutes, je pourrais les consommer maintenant, sur comment cette feuille de route et comment cette offre hydrogène vert est construite et pourquoi elle intéresse tous les groupes de la Chine, Europe et pays de Golfe également, qui ont participé bien sûr en plus du Maroc, avec un grand groupe qui participe à cette belle aventure qui est l'hydrogène vert. Très bien, donc on voit bien à travers ces 2 diapos, à travers cette frise, que la transition énergétique marocaine, elle est ni récente, ni opportuniste. Non. Elle s'inscrit vraiment dans une trajectoire engagée. Et elle est surtout le fruit de 15 ans de vision, de réforme et de planification. Oui. Et donc, à votre avis, si on se projette d'ici 2030, justement, vous en parliez rapidement, sur cette même frise, qu'est-ce qui serait, selon vous, absolument important de sécuriser pour faire en sorte que cette trajectoire tienne dans la durée? Alors, la sécurisation vient de notre gouvernance de notre pays. Comment nos institutions sont organisées. Nous avons la chance d'avoir un monarque, un roi, qui lui, il n'est pas inscrit dans une trajectoire, dans un quinquennat qui est envahi plutôt par l'ego politique ou bien par des idéologies. Il a une vision il a le droit d'aller au-delà de 5 ans. Donc on a un gardien du temple, un truc qui nous donne les targets à long terme, et après les stratégies de l'État ou des quinquennats qui viennent après, ils s'inscrivent dans cette trajectoire à travers des plans. On a le Maroc vert, on a le plan d'accélération industrielle et d'autres ces domaines qui ont en trame de fond, en introduction, en préambule, en target cette stratégie royale qui mène le Maroc à bon port. Très bien. Je vous avais parlé rapidement du complexe Noor, qui est cité souvent comme un projet phare. Je rappelle également, et je pense à nos équipes de Vinci Énergie Afrique de l'Ouest, qui ont également contribué et qui continuent de contribuer à cette transition énergétique au Maroc, puisque nos équipes ont participé au projet éolien au nord et au sud du Maroc pour une capacité de plus de 800 MW sur des projets éoliens majeurs. Donc un petit clin d'œil pour les équipes de Vinci Énergie Afrique de l'Ouest. Parlons maintenant de ce fameux corridor énergétique entre la France, entre l'Europe et le Maroc. Lorsqu'on voit le potentiel énergétique du Maroc, on ne peut s'empêcher de parler de cette complémentarité. On a d'un côté une Europe qui est en forte demande d'énergie décarbonée et de l'autre, un Maroc qui est doté de ressources renouvelables compétitives. Quels sont, selon vous, les principaux points de vigilance pour que cette complémentarité devienne une relation équilibrée et durable? D'abord, excellente question qui me permet de parler des 3 axes qui ont permis qui inscrivent le Maroc dans une logique d'intégration régionale
entre le Maroc et le reste de l'Europe, surtout le pourtour méditerranéen. D'abord, on ne raisonne pas en termes de fournisseurs et de donneurs d'ordre. On est dans une collaboration de partenariat politique, stratégique, scientifique, technologique que nous avons construit depuis des années avec l'Europe, structuré autour de 3 axes clés. D'abord, une interconnexion, parce que l'interconnexion entre l'Europe et le Maroc, elle est là depuis des années. Je crois que les slides ici vous exposent un peu les 3 interconnexions existantes aujourd'hui. Une complémentarité, d'abord, toute la capacité aujourd'hui éolienne et solaire et hydrogène vert que le Maroc offre aujourd'hui aux pays européens, des pays scandinaves jusqu'à l'Espagne. Et bien sûr, le besoin massif d'énergie décarbonée. Je crois que j'ai suivi un peu les présentations ce matin et l'Europe compte beaucoup sur la décarbonation de son économie et le mix énergétique propre est aujourd'hui extrêmement intéressant. Et bien sûr, il y a des perspectives aujourd'hui concrètes de collaboration entre l'Europe et le Maroc. On parle de plus de 15 gigawatts à capacité renouvelable en développement qui sont concrets aujourd'hui avec des consortiums extraordinaires. Je cite Nareva côté Maroc, Aqua, les Émirats, les Allemands aujourd'hui travaillent et bien sûr sur toute l'offre Maroc hydrogène vert qui est aujourd'hui juste extrêmement inédite, chiffrée, orientée, avec une chaîne de valeur claire, partant du développement qui produirait bien sûr l'hydrogène vert, il va également produire l'ammoniac. Ensuite, toute la partie électrolyse pour fabriquer ces électrons, la partie logistique, avec les grands ports qui sont soit en construction, soit existants, puisque le Tangemet, qui est le plus grand port des 3, nous avons Nador Westmed qui va être inauguré fin d'année, et bien sûr le grand port de Dakhla, que je connais très bien, qui a triplé de volume, avec encore une fois ce leadership royal qui va servir toute la zone du Sahel. L'énergie, comme je l'ai dit, c'est d'abord un impact géopolitique très très important et qui positionne le Maroc comme un hub d'énergie aujourd'hui propre. Très bien. On voit ici que l'hydrogène vert occupe une place importante dans cette vision de corridor énergétique. Aujourd'hui, à ce stade, est-ce qu'on est encore dans du long terme ou est-ce qu'on est déjà dans une réalité industrielle en construction ? Il y a 3 phases de la feuille de route, qui était une feuille de route. La feuille de route qui a été présentée à Sa Majesté il y a 2 ans a donné un peu les 3 phases du développement. D'abord, une réflexion sur l'étude et le positionnement géographique de la production. Ensuite, on est passé, entre 2025 à 2030, on va aller dans des échelles réduites et des quick wins par rapport à cela, en industrialisant, comme j'ai expliqué, toute la chaîne de valeur en partant du développement, l'électrolyse, l'électrification, parce que nous, on fabrique de l'énergie, d'hydrogène vert propre. Donc, le vert veut dire propre. Et ensuite, toute la partie logistique. 3e phase, c'est l'industrialisation du process. Alors, tout ça sur une échelle, sur une durée de 15 années, avec un CAPEX estimé à 30 milliards de dollars aujourd'hui. Bien entendu, c'est des projets qui se feront en PPP, beaucoup. Et j'ai parlé des 6 groupements qui ont été aujourd'hui sélectionnés, allemands, français, espagnols, chinois, marocains et pays de Golfe, bien sûr, et les Émirats arabes unis. Voilà un peu
comment aujourd'hui nous avons construit. Et je crois que le Maroc est très bien parti. Bien sûr, il y a des défis à relever, ne serait-ce que le défi industriel aujourd'hui sur la partie électrolyse, parce que il y a très peu dans le monde qui fabrique le matériel nécessaire. Et un autre défi, c'est l'eau. Fabriquer de l'hydrogène vert, ça demande beaucoup d'eau. Donc le Maroc a lancé une stratégie de construction de stations de dessalement d'eau. On a une des plus grandes, d'abord une qui se fait d'ailleurs au sud du Maroc, à Dakhla, avec Engie et l'ONI, l'Office national d'énergie, et une autre qui se fait à Casablanca entre un consortium hispano-marocain et bien sûr il y a une 6 ou 7 stations. Alors tout ça permettrait d'introduire un peu le prochain SIAD, qui est l'énergie ou la politique énergétique maroc repose sur un écosystème. L'écosystème qui utilise le public et le privé et autres pour pouvoir le réaliser. Et aujourd'hui, je représente une entité, le plus important investisseur public de l'État, qui est la Caisse dépôt et de gestion, qui est la petite sœur de la CDC, Caisse dépôt et consignation. Nous avons été créés sur le même modèle que la CDC en 1959. Nous intervenons d'une manière systémique sur un certain nombre de sujets, ce qui est noté en rouge, la banque, la finance, le développement territorial, l'épargne, l'investissement et le tourisme. Et tout cet écosystème milite pour l'intégration de l'économie marocaine et être un adjuvant, un accélérateur de l'économie marocaine. Les chiffres sont là, je ne vais pas m'attarder, mais nous avons mis en place, grâce à une approche multisectorielle, nous avons mis en place une vision, un cap. Pourquoi 2030? Tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas, comment je reviens, pour ceux qui ne le savent pas, le Maroc organise la Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal à l'horizon 2030, ce qui implique beaucoup d'investissements, beaucoup d'engagements à l'échelle territoriale, à l'échelle énergétique, à l'échelle également industrielle du Maroc. Et la CDG a mis en place une nouvelle stratégie qui s'appelle CAP 2030. Qui s'est intéressé à de nouveaux métiers, il les a introduits au sein du groupe, la transition énergétique, l'eau, très haut débit, la souveraineté alimentaire. Le seul axe de cette stratégie CAP 2030 pour lequel le groupe voulait être opérationnel, c'est l'axe énergétique. Et j'ai eu la chance en 2022 d'être invité par le président du groupe pour prendre en charge la création de cette filiale qui s'appelle INE, Innovative Energy Efficiency, qui s'occupe de toute la partie transition énergétique du groupe, d'abord à travers les actifs que nous portons, estimé à quelque chose comme 15 milliards de dirhams, 1,5 milliard d'euros pour pouvoir les mettre en œuvre, mettre en place mettre en phase par rapport à la transition énergétique et accompagner l'État dans ses politiques. Alors, on a les accords de Paris nécessitent d'atteindre un niveau de décarbonation. Et ce niveau de décarbonation ne peut pas se faire sans faire appel à l'écosystème marocain public et privé. La CDG également a structuré un fonds d'investissement, un fonds infra, compartimenté, où il a mis un compartiment énergie qui a permis à la CDG de financer cette transition, participer à la financement de transition énergétique. Et aujourd'hui, on est très très content, heureux d'avoir mis en place cette stratégie. Et d'ailleurs, on se retrouve début juin avec le président à mi-parcours de cette stratégie pour voir à quel stade nous sommes et comment nous pouvons, bien sûr, avec un système d'itération, corriger le tir. J'ai parlé de l'IG Ferré. Le Maroc également a promulgué une loi sur la création des ESCO. Ce sont les sociétés de services énergétiques. Et le INE, cette structure qui est très récente, nouvelle, est la première au Maroc et la seule qui a été labellisée ESCO. Et ça, c'est un privilège aussi pour le groupe CDG. À côté d'autres groupes comme l'OCP que vous connaissez, le fichier rifien du pétrole, qui a également une feuille de route extraordinaire à l'horizon 2027 sur le dessalement, l'ammoniac propre, puisque l'ammoniac est un entrant important dans la fabrication des engrais et dans la business model global de l'OCP.
Très bien. Donc, si je devais résumer, on voit bien que la CDG intervient sur des secteurs très variés. On a parlé de tourisme, d'épargne, de développement territorial, et qu'il agit comme un catalyseur pour traduire justement ces orientations stratégiques nationales en réalité, en capacité financière et en capacité opérationnelle sur le terrain. Parce qu'une telle transformation comme la transition énergétique, elle ne peut réussir que avec des installations capables de mobiliser l'épargne, l'investissement et l'expertise tout au long de la transition. On s'intéresse rapidement pour finir à l'INE, justement, dont vous avez été l'initiateur et le directeur. On voit que la rémunération, elle est directement liée à la performance énergétique réelle du projet. En quoi ce changement de logique, il transforme la relation entre le maître d'ouvrage, l'opérateur et l'investisseur? Souvent, le Maroc a un objectif clair, c'est réduire son empreinte carbone de 45%. Ça passe par les ENR, les énergies renouvelables, et ça passe par l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est baisser la facture énergétique de 20 à 30% multisecteur. Et c'est là où la CDG s'est glissée. Parce que faire de l'ENR, c'est plus facile. Et la CDG n'a pas vocation à faire des métiers pour lesquels les privés excellent et pour lesquels elle peut incuber. Et par exemple, quand on parle de l'immobilier, quand on parle par exemple de la CGI, qui est une filiale du real estate marocaine, aujourd'hui, elle est en train de travailler sur les projets immobiliers, mais on sait qu'à l'horizon 4-5 ans, elle ne fera plus de la promotion immobilière, elle fera plutôt de l'aménagement territorial qui, dans le privé, est incapable de faire. Donc, avec la même logique, nous attaquons des secteurs. Alors, l'efficacité énergétique, ou ce qu'on appelle le CPE, le contrat de performance énergétique, est quelque chose de privé ne peut pas s'aventurer à faire. Et donc, parce que, d'abord, c'est long-termiste. On est entre 7 et 15 ans de retour sur investissement. Il n'y a qu'une caisse comme la CDG capable de l'absorber et de le faire. Ça demande un engagement financier dès le départ important. Donc le compartiment énergétique, aujourd'hui, on parle de 50 millions d'euros à mettre en place dès le départ. Aujourd'hui, le privé n'est pas capable de le mettre et attendre un retour, un ROI au-delà de 5-7 ans. Et donc, INE, d'ailleurs, INE, c'est Innovative Energy and Efficiency. Elle a été créée justement pour construire la performance énergétique, construire pour les industriels, pour les régions, parce que la CDG, à travers INE, elle attaque les 12 régions du Maroc en économisant aujourd'hui on travaille sur l'éclairage public. Il faut que vous sachiez que, si je prends que l'exemple de l'éclairage public, en mettant en place des solutions d'efficacité énergétique, on peut économiser jusqu'à 67% de la facture énergétique. Dieu sait que les communes ont besoin de cet argent pour faire autre chose. Donc, la INE, sa vocation principale, c'est d'abord, elle ne le fait pas que pour la gloire, elle le fait aussi pour gagner de l'argent, parce que la CDG, elle gère du denier public à rentabilité. C'est son texte de loi qu'il a créé en 1959, le dit. Deux, les cahiers de performance énergétique permettent également de répondre aux agendas nationaux tels que tracés par notre souverain. 3. S'inscrire dans l'agenda international. Nous sommes signataires des accords de Paris et donc les pays qui sont capables d'aller vers une efficacité énergétique sont les pays qui pourront être au rendez-vous des NDC et des 17 ODD des Nations Unies tels qu'ils ont été définis et amendés à chaque fois. Très bien, merci. En conclusion, on peut dire donc que le Maroc se positionne non seulement comme un acteur de sa propre transition, mais également comme un partenaire énergétique crédible pour l'Europe et la région. Monsieur Le Jauge, merci, à vous pour votre intervention. Merci.